14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va garder les mains sur la table. Non, je plaisante, il n'y a pas de mal à se faire du bien et pendant longtemps c'était mon slogan pour vous encourager à vous masturber. Je remarque d'ailleurs que la masturbation est encore un sujet assez tabou et d'ailleurs si tous les hommes ou presque se masturbent, il y a encore bien des femmes qui n'osent pas ou qui n'y pensent pas en disant peut-être qu'elles n'en éprouvent pas le besoin. Or, à force de laisser son plaisir de côté, il finit par s'endormir pour de bon. Et ce n'est pas Philippe Arlin qui me dira le contraire, puisqu'il a beaucoup travaillé évidemment sur le désir. Et on sait très bien que ça s'entretient aussi, le désir. En tout cas, avec Philippe Arlin, on va faire l'éloge de la masturbation durant ces 2 heures. Et vous allez découvrir les bonnes raisons de se masturber, mais peut-être aussi les mauvaises, parce que la masturbation, ça ne doit pas non plus être un acte trop machinal. On sait par exemple que la masturbation trop addictive éloigne de la relation amoureuse sexuelle avec le partenaire, ou la partenaire d'ailleurs. En tout cas, vous avez besoin de témoigner, de poser des questions. Vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Alors vous aussi, comme hier, c'était un sujet que vous avez eu envie d'aborder avec nous en tant que sexothérapeute. On aborde ce sujet aussi en thérapie. Oui, beaucoup. Alors, on va l'aborder sous plusieurs angles. On va l'aborder chez les femmes comme quelque chose qui n'est pas assez présent ou mal vu ou comme un outil éducatif pour réparer quand il y a des douleurs, différentes choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant. On peut l'aborder chez les hommes quand ça prend presque une dimension addictive, en tout cas beaucoup trop répétitive. Alors je pense qu'on n'est pas addict à la masturbation, mais bien souvent au support, c'est-à-dire au porno ou à toutes ces choses qui donnent envie. Et voilà, là on va l'aborder. On va l'aborder dans, moi en tout cas, dans différentes notions, parce que j'ai l'impression que, alors tout le monde ne le fait pas, beaucoup le font, peu le font bien, ou en tout cas peu le potentialisent. Je trouve, pour revenir sur ce qu'on disait hier, la masturbation va plus répondre à une pulsion. On va vraiment se libérer d'une tension. Et on va être dans un espèce de geste mécanique qui peut, s'il n'est pas plus réfléchi, plus nuire à notre sexualité que l'enrichir. Oui, et puis il y a quand même, je pense, c'est peut-être plus les femmes, mais il y a certainement des hommes aussi. Il y a des femmes qui n'en éprouvent pas vraiment le besoin et qui du coup finalement se masturbent très peu et endorment leur désir, quoi. Et après, quand on rencontre un homme et qu'on n'a pratiquement plus de sexualité masturbatoire, on est un petit peu handicapé. Hein. Oui, il faut bien savoir que les terminaisons nerveuses, il y en a partout dans le corps, si on ne les utilise pas, si on ne les sollicite pas, leur correspondance dans le cerveau se réduit. C'est-à-dire que le cerveau, il fonctionne à l'utilité. Plus je vais stimuler une zone, plus mon cerveau va développer la zone qui correspond. C'est un peu l'inverse du membre fantôme. Quand on coupe un membre, la zone dans le cerveau, elle n'a pas disparu. On continue à avoir des sensations du membre fantôme. Et bien là, à l'inverse, on finit par créer un organe fantôme parce que si on ne le sollicite pas, c'est comme si au niveau de notre cerveau, il n'y avait rien pour le représenter. Donc, prendre soin de son corps, c'est pas à tout prix aller chercher du plaisir. Ça aussi, c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est beaucoup ne se masturbent pas. Oui, mais j'y arrive pas. Oui, mais ça me fait pas jouir. Oui, mais j'ai pas d'orgasme. C'est presque un exercice à certains moments, la masturbation. Mais c'est un peu comme de la gymnastique. Exactement. On vient stimuler des zones. On vient essayer d'explorer ce qui est plus agréable, ce qui l'est moins, comment ça réagit au chaud, au froid. Enfin, vraiment comme un exercice d'éveil. Et évidemment, ce qui va en profiter, c'est le corps, et ce qui va en profiter, c'est les rapports sexuels, parce que plus on va avoir éveillé les choses, plus on va devenir sensible, et plus le plaisir pris à l'occasion des rapports sexuels va être intense. Alors je sais que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop qu'on donne des normes précises, mais quand même, pour vous, il faudrait se masturber au moins une fois par semaine. Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, je dirais au moins une fois par semaine. Que ce soit homme ou femme. Enfin, les hommes, je crois que pratiquement tous se masturbent. Oui, je pense que la masturbation qui finit par bloquer les hommes au moins une fois par jour, le soir pour s'endormir ou des trucs comme ça, c'est pas la plus intéressante. Elle est pas dangereuse, elle pose pas de problème. On en parlera, elle peut en poser, mais c'est quand même assez rare.
mais c'est pas la plus intéressante. Par contre, il faudrait que ça soit 1 à 2 fois par semaine, mais il faut que ça soit un vrai moment. Ça dure pas 5 minutes, une masturbation. Une masturbation devrait nous prendre presque une demi-heure. C'est beaucoup quand même. Non, mais je pousse un peu le bouchon exprès, mais en tout cas, il faut s'accorder du temps. C'est dans ce sens-là qu'elle ne doit pas répondre à une pulsion et hop, ça y est, hop, j'élimine le truc, la tension et ça y est, c'est réglé. Chez certains hommes, ça va finir par créer des réflexes d'éjaculation précoce parce que dès qu'il y a une tension, on l'élimine. Non, apprendre à prendre du plaisir, à se caresser, à éventuellement profiter de ce moment pour éveiller d'autres zones du corps. Cela dit, il est vrai aussi qu'avec certains jouets qui donnent des orgasmes aux femmes très rapidement, il y a aussi ce danger-là d'être dans une masturbation très, très pulsionnelle et immédiate et qui finalement va aussi nuire à toute la fantasmatique. Parce que l'intérêt aussi de la masturbation, c'est de laisser travailler l'imaginaire. Travailler aussi. Oui. Hein. Donc, le jouet peut être utile là aussi, il faut savoir à quel moment on l'amène. On va l'amener pour stimuler des zones qui sont plutôt silencieuses. Donc le jouet va venir apporter des sensations plus rapides et aider à éveiller. Par contre, sur une zone qui fonctionne bien, on va éviter le jouet parce que ça sert à rien de surstimuler. Ça va du coup aller très vite. Et on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de se débarrasser d'une tension, comme on parlait hier, mais c'est pas que ça l'unique but de la masturbation, c'est vraiment un moment agréable avec soi et c'est très important. Donc prendre son temps et trouver l'outil adapté. Donc ça peut être notre doigt, ça peut être autre chose, mais l'outil adapté à ce qu'on recherche. Et est-ce que deux personnes qui se masturbent ensemble, donc vous considérez que c'est de la masturbation ou c'est déjà un acte sexuel ? Pour moi, à partir du moment où il y a interaction entre deux personnes, on est dans un acte sexuel. Oui, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est intéressant parce que je crois que pour beaucoup de gens, ça... La pratique est masturbatoire, mais on a un peu tendance dans la sexualité à rendre avec des mots un peu péjoratifs tout ce qui n'est pas acte de pénétration. On appelle ça du touche-pipi. Ou des préliminaires ou des choses un peu simplettes. Oui, bien sûr, oui. Donc on s'est juste... On n'a pas fait l'amour, on s'est juste branlé. En même temps, s'il y a éjaculation du côté de l'homme et orgasme du côté de la femme, c'est quoi la différence à part... Enfin, moi, je la vois pas. Il n'y a pas eu de pénétration, certes, mais on est dans un rapport sexuel. Donc non, je crois que c'est même très intéressant quand on y arrive, parce que c'est souvent très pudique, la masturbation. C'est pas évident de se masturber devant l'autre. C'est pas si simple que ça. Non, mais je suis d'accord. quand on y arrive, quand ça se produit, quand il y a cette curiosité, c'est aussi l'occasion de montrer avec plaisir à l'autre ce qu'on aime, sans obligé de lui dire « Ah, puis plus là, ou fais comme ça. » Là, on lui montre. S'il veut apprendre, il peut. Et de voir ce que l'homme aime. Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un jeu, c'est un échange. Ça fait partie, je trouve, de quelque chose qui peut vraiment enrichir la sexualité du couple. Eh bien, on va en parler avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre, 0826 300 300. C'est Catherine, dans un instant, qui va commencer cette émission sur un sujet qui est quand même encore, il faut bien le dire, un peu tabou. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, auteur notamment de Libérer votre désir en poche aux éditions de la Musardine. Et on commence avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Bonjour. Oh, vous avez une voix de femme qui se masturbe, Catherine. Bah oui. Bah oui. Gagné. Mais non, mais c'est vrai, on entend une voix tellement pleine de vie que... Ah bah oui, bah oui. Donc pleine de plaisir. Voilà. Alors moi c'était toute gamine, gamine. En plus j'allais en vacances à la campagne et à la campagne les petits enfants. Moi j'avais une dizaine d'années et tout ça. Les petits à la campagne ils sont plus délurés que les petits des villes. Alors enfin voilà. Bref c'était les premières. Vous voulez dire que vous avez découvert entre enfants du même âge, oui, enfin. Entre enfants à la campagne, ils sont plus délurés que nous, enfin que moi qui étais en ville. Alors voilà. Alors bon, donc très jeune, jeune, une dizaine d'années, tout ça. Alors pourquoi ? C'était
je ne sais pas, c'était pour le plaisir, pour la sensation, pour ce qu'on éprouve. Ensuite, je pense que alors, ce que je vais quand même dire, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce qui se dit, et je suis obligée de... je crois quand même que lorsque c'est des enfants du même âge, ensemble, qui s'amusent, il faut y voir aucun mal, il n'y a rien de grave, au contraire même. On est dans l'exploration simple. Absolument. C'est le rapport à l'adulte qui pose problème. Donc tant qu'on est entre enfants, ça va. Voilà, du même âge, évidemment. Et tant qu'il n'y a pas un enfant qui abuse de ses petits camarades de classe. Donc voilà. Oui. Donc c'était. Mais alors, c'est du non-dit, ça, Brigitte. Brigitte fait le modérateur, mais c'est du non-dit. Il faut le dire aussi. Là, on libère la parole, on commence à dire les choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Non, mais c'est bien ce qu'on fait. On est d'accord. Mais c'est bien que vous. Non, mais Catherine, au contraire. C'est bien que vous en parliez, et on voit bien que ça a été une initiation tout à fait positive pour vous, et que vous, à ce moment-là, vous étiez dans du naturel de votre âge, et vous avez fait. Alors c'est cette expression "jouer au docteur" qui aujourd'hui est presque suspecte, mais elle n'est pas suspecte quand c'est quand c'est fait comme vous l'avez découvert, voilà. Mais je crois que c'était important pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, voilà. D'accord, ok. Mais tout va bien, Catherine. Oui, c'est bien. Et ensuite, c'était dans la douche, toute seule. Voilà, on rentrait chez moi, dans la douche. Après, les premiers compagnons, les premières relations et tout. Et puis, toute seule, le soir. Et puis, le jeu, comme vous disiez tout à l'heure, après, avec un compagnon où on se sent à l'aise, on se sent tranquille. Et ça, c'est un jeu, c'est vraiment super. Entre tout ça, il y a aussi la découverte. Il y a beaucoup de femmes, et moi j'en ai parlé avec des copines, qui ne connaissent pas l'urètre, le clitoris, mélangent tout, ils ne savent pas, vous voyez, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais regardé en détail leur vulve. Oui. Parce que pour regarder sa vulve, il faut se mettre accroupi au-dessus d'un miroir. Un miroir, voilà. Je vois que vous connaissez, Catherine. Mais oui, mais c'est pas. Non, je sais que c'est pas pour tout le monde. C'est pas si simple. Un homme, il se regarde face au miroir, il n'a pas de problème. Nous, si on ne se met pas dans cette position accroupie avec un miroir en dessous, on voit pas exactement. Et du coup, on repère. Enfin, c'est pas si simple que ça, même pour nous, de découvrir notre clitoris. Alors, pour les femmes qui ont un souci avec les miroirs, il y a les planches anatomiques. Voilà. Mais en tout cas, de prendre le temps, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre, de prendre le temps de regarder la planche et d'avoir au moins un contact pour essayer de savoir où on est, où on se place. Voilà. Mais c'est très important parce qu'il y a énormément de zones différentes et beaucoup de zones qui se touchent. Donc, bien savoir où on est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est très important. Oui. Et puis, la dernière chose que je vois, moi aussi, Philippe, rappelez-nous, qu'est-ce que ça dégage? Parce qu'en fait, moi, je trouve que ça libère quelque chose, ça apaise quand on est tendu, qu'on est plus âgé. Voilà, vous voyez cet apaisement du corps après. Mais c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la tension sexuelle. Pour faire simple, c'est une tension qui s'accumule, qui correspond à ce qu'on appelait hier souvent, qui va générer des pulsions. Donc cette tension, eh bien, elle a besoin d'être libérée. Et quand elle se libère pas qu'au niveau des organes sexuels, elle se libère au niveau du corps. On va sécréter aussi des endorphines, on va se sentir mieux, et il y a une vraie détente, et du coup, ça peut devenir une totote. C'est-à-dire que c'est l'acte rassurant qui va nous détendre, nous faire du bien. Je vous dis, certains hommes vont se masturber le soir pour s'endormir. C'est un espèce de rapport rassurant à soi-même. Alors ça n'est pas que ça, mais en l'occurrence, c'est libérer une tension et se détendre.
Mais je crois qu'il y a même quelque chose d'un peu tabou et j'ai envie aussi, puisqu'on en parle bien aujourd'hui, mettre sa main, avoir envie de poser sa main sur son sexe, c'est quelque chose de quelque part de très rassurant. Et je crois que c'est rien que ça déjà, ça devrait être un geste qui est apaisant et qui devrait n'avoir aucune notion. Il y a beaucoup d'hommes tabou. qui aiment dormir avec leur sexe dans la main. Oui. Mmh. Et Tout à fait. chez les femmes, c'est vrai déjà aussi. plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. S'approprier, oser mettre la main à cet endroit, c'est pas toujours simple. Et ça, moi, oui, pardon, allez-y Catherine, je vous en prie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui m'achetait des jouets. Des jouets différents, on allait dans les boutiques et tout ça. Ça aussi, c'est super ça. Alors, oui, voilà. parce que c'est une manière de découvrir d'autres plaisirs. Et très souvent, la première fois qu'on utilise un jouet, il y a toujours une surprise et une jouissance plus rapide. Une fois qu'on le connaît bien, on est peut-être moins amené, sauf quand on a son préféré. Il y a le petit copain, quoi. Voilà. Qui a le préféré. Et puis il y a des femmes qui supportent pas de se masturber avec un jouet. Enfin, je veux dire, chacune a son mode d'emploi. Ça, il n'y a pas à juger. Et on évolue aussi, Brigitte. Oui. Voilà, on ne fait pas de la même façon quand on est plus jeune qu'après. Enfin, on évolue, voilà. Et d'ailleurs, sur cette évolution, vous parlez donc des premiers émois, hein, parce que souvent la masturbation peut commencer très jeune. Hein. Il y a des enfants qui se masturbent à 3-4 ans, mais c'est pas ils se masturbent, c'est ils se caressent parce que c'est agréable. Ça fait des guilis-guilis dans le ventre, ça fait différentes sensations. Eux, c'est pas sexuel, ils ont pas, voilà. Et quelquefois, souvent, c'est lié à la réaction qu'aura eu l'adulte à côté, mais quelquefois ça va se continuer comme ça un petit peu sur l'adolescence et puis ça se perd et puis on a des femmes qui vont témoigner de l'avoir fait étant très jeune et ça n'a pas pris derrière, c'est-à-dire que quand il y a eu la puberté, quand il y a eu ce rapport aux règles, ce rapport au corps qui devient adulte, il y a eu une espèce de tabou de la main. Et ça s'est arrêté. Et j'ai souvent remarqué que les femmes qui témoignaient ne s'être jamais masturbées l'avaient éventuellement fait très jeune. Mais à un moment où justement il n'y avait pas conscience du côté sexuel et du côté recherche de plaisir et du côté tabou, tant qu'on leur avait pas dit que c'était sale, en gros. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vraiment développé comme beaucoup de garçons vont le développer, c'est-à-dire que votre masturbation, elle a grandi avec votre sexualité, c'est-à-dire qu'elle est devenue de plus en plus sexuelle et elle a accompagné votre sexualité. Voilà, c'est ça. De la main, passer au jouet et passer au jeu avec le compagnon. Etc. Voilà, oui, d'accord. Et puis pour terminer, franchement, Philippe, la joie, enfin je veux dire libérer et tout, mais la joie et la bonne humeur, allez, franchement, dites aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent que vraiment, faites-le quoi, voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Eh oui, c'est le fameux slogan que je répétais. C'est juste, et on va en parler pendant toute l'émission, c'est juste une histoire de dosage et de manière de le faire, voilà. Mais ça peut vraiment être un outil pour se détendre, pour aller bien, pour se faire du bien. Donc il n'y en a quand même pas des milliers à notre disposition. Profitons de ce qu'on nous donne. Exactement. Merci beaucoup Catherine en tout cas de ce message très positif et ça va peut-être inciter quelques femmes à essayer quand même un petit peu, qui sait. D'aller y mettre les doigts. Allez, on va faire une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, on va parler du bain, du rituel du bain. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Arlin, on va parler du bain, du rituel du bain. C'est vrai que l'eau, c'est notre premier élément. Hein. On y a passé 9 mois et se relaxer dans un bain, c'est peut-être toujours un effet positif et ça peut nous inviter à l'amour. Et d'ailleurs, le succès des spas n'est pas anodin. Hein. De plus en plus, on voit des couples qui aiment aller passer un week-end amoureux dans un endroit où il y a des spas. Le bain, c'est en tout cas un bon
bon moyen de se détendre, de se rendre disponible pour peut-être ensuite un moment d'intimité. Et je pense que faire couler un bain à son ou sa partenaire avec des sels de bain et pourquoi pas une lumière tamisée, c'est une belle intention qui permet donc de montrer à l'autre qu'on prend soin et qu'éventuellement on lui permet de se détendre. Alors évidemment, il ne faut pas en faire trop non plus, mais on peut aussi prendre un bain ensemble et puis ensuite s'enrouler dans une serviette de bain et puis pourquoi pas emmener ensuite vers la chambre. Bref, je pense que ça peut être un vrai moment de préliminaire, si je puis dire. C'est peut-être même, ça pourrait aussi être une douche, hein, bien sûr, pour faire plaisir aux écolos. On est d'accord. Mais c'est une toilette, se laver ensemble, sans évidemment le but de se laver, mais non, c'est quelque chose qui généralement fonctionne très très bien. Oui, parce que ça ramène au corps. Mais je crois tout est tellement tabou dans le corps que le bain, comme la douche, ce rituel, comme il peut se justifier d'une manière tout à fait autorisée, validée, bien, on va plus s'autoriser à y aller, on va sous prétexte d'aller rejoindre l'autre dans son bain ou sous la douche y aller, et du coup se détendre et laisser le désir prendre place. Alors que si on se dit, bon allez viens... on est vraiment sur ce tabou. Donc le bain, dans ce sens-là, il est vraiment très positif. C'est vraiment un rituel qui... Et en plus, comme il a un impact extrêmement relaxant, plus le corps est relaxé, plus le plaisir... Plus ça laisse de la place à la sensualité. Ouais. Encore une fois, attention, hein, on ne va pas proposer un bain dans l'espoir et dans le but d'obtenir un rapport sexuel. Exactement. Hein. Attention. C'est pas une négociation. Mais voilà, c'est des moments de partage, comme de se faire des massages, comme de se faire des contacts de peau à peau. Ça va nourrir le désir. Ça va pas garantir qu'il y aura un rapport sexuel. Mais ça va nourrir le désir et ça participe à la complicité dans le couple. Donc c'est chouette. Absolument. On retrouve Marie maintenant. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Enchantée. Donc vous venez d'un endroit où la masturbation est particulièrement taboue, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'après avoir entendu l'auditrice Catherine précédente, je me dis mais je viens certainement d'une autre planète. Alors déjà, d'où venez-vous ? Voilà, je viens d'Amérique du Sud, des Caraïbes. Et en Amérique du Sud, depuis toute jeune, venant d'une famille en plus judéo-chrétienne et très nombreuse, on ne parle pas de ça, d'une part, du sexe. C'est donc une culture très catholique, je suppose. Ah oui, tout à fait, ça, tout à fait. Et on n'en parle pas ni avec les frères et sœurs, ni avec les parents. Les copines, à peine si elles veulent en parler, c'est très gênant. Donc j'étais parmi les copines la plus ouverte, entre guillemets, puisque je suis la dernière d'une fratrie de 14 enfants, pardon. Et moi, je n'ai jamais trouvé de plaisir à me masturber. J'ai essayé, comme tout le monde, avec les petits légumes, les moyens légumes, les grands légumes, avec les doigts. Vers quel âge vous avez commencé à essayer ? Je devais avoir 18 ans. Oui, c'est ça, adolescente déjà, oui. Ouais. Et donc, j'ai jamais trouvé de plaisir. Je me suis dit, allez, lâche-toi. Tes copines te disent que quand tu seras plus grande, tu vas prendre plaisir. Donc, j'ai essayé plusieurs années passées. J'essaie de me lâcher. Elles m'ont offert pour les anniversaires le premier God, le premier joujou à télécommande, l'ovule. Mais non, je ne trouve de plaisir que quand cette masturbation est faite par autrui et que je n'y attends pas. Mais Marie, je crois qu'on ne le dira jamais assez, il y a quelque chose de très cognitif dans la sexualité et quand on a eu un interdit fort, pour le lever, c'est pas simple. Ah mais c'était même pas un interdit, c'était que on ça n'existe pas. Donc ça n'existait pas, voilà. Ouais, c'est ça. Oui, enfin c'est un interdit de par le... Encore plus, ouais. Par omission, vous allez dire. Oui, parce qu'un interdit qu'on vous donne, on peut avoir envie de le transgresser et de faire le contraire. Mais un interdit total, c'est plus qu'un interdit, c'est une négation.
Eh bien, même adulte, j'ai essayé, j'ai regardé des films érotiques, des films porno, mais non, je ne trouve pas, mon corps ne trouve pas de satisfaction. Oui, j'entends bien, mais est-ce que pénétrer par moi-même. Mais est-ce que quand vous regardez par exemple un film érotique ou si vous lisez quelque chose qui vous j'adore. Ça vous excite quand même un peu, c'est-à-dire vous ressentez. Oui. Donc tout va bien quand même. J'ai même pas besoin de m'introduire. Oui, mais c'est vraiment l'interdit. On ne peut pas y aller. Et donc si vous y allez, vous ressentez rien. Et ce qui est intéressant, et par rapport justement au témoignage d'avant, le fait que ça ait commencé très jeune, quelqu'un c'est pas qui se masturbe, c'est qui se touche, parce qu'on peut justement, il faudrait appeler ça autrement pour mieux comprendre. Il y a une exploration totalement libre du corps, c'est de la curiosité, on met son doigt, on regarde, et voilà, et ça fait des guilis, et ça fait ceci, et ça fait cela. Ah oui, j'ai fait tout ça. On est dans une acceptation totale de ce qui va se passer là. Vous, en l'explorant à 18 ans, vous êtes dans l'attente d'avoir du plaisir. C'est-à-dire que vous attendez un objectif. Et c'est ça qui bloque. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas donné la liberté d'explorer librement ça et de voir ce qui s'y passe. Je ne dis pas que pour autant vous auriez du plaisir aujourd'hui avec, ça j'en sais rien et personne ne le sait. Mais ça aurait permis d'avoir une approche libre et non pas une approche dans les attentes. C'est-à-dire que là, oui, on essaye de reproduire, d'obtenir ce que les copines, visiblement, elles ont. On essaye d'avoir ceci. Ne cherchez pas. Et vous voyez, quand vous ne cherchez pas, et vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire quand quelqu'un d'autre vous masturbe par surprise. Ah oui, c'est excellent. Vous avez dit par surprise. Mais parce qu'il y a le lever du. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de la conscience. Voilà, il y a la levée de la conscience. Vous n'essayez pas d'avoir le résultat. Vous êtes surprise, c'est le moment de dire, et vous laissez faire le truc. Et le truc, il fonctionne très bien. Votre corps fonctionne merveilleusement bien. Donc, pour le moment, écoutez. Faut prendre tout ce qui vous donne du plaisir. Et si c'est pas la masturbation, c'est pas grave du moment qu'il y a du plaisir de prix à l'occasion des rapports. Maintenant, Marie, rien ne vous empêche de vous caresser, de vous faire des choses qui seront quand même pas désagréables, j'imagine. Ah, mais j'adore me caresser. Quand je me douche, je prends des bains, mais je prends mon temps pour passer le savon sur les tétons. C'est ça, se masturber. Mais c'est déjà ça. Mais la pénétration dans le corps ne m'apporte pas plus. Ah, mais alors faut peut-être qu'on soit encore plus précis. La masturbation, c'est pas simuler un coït. Oui. C'est pas s'introduire des choses dans le voilà. La masturbation, c'est de se donner à l'aide de la main ou d'un objet du plaisir, que ça soit sur le clitoris, sur les lèvres, ça peut être sur l'anus, ça peut être sur les seins. Vous vous donnez bien du plaisir ou vous en ressentez. C'est juste cette stimulation érotique du corps. Et ça, j'ai l'impression que vous savez très bien le faire. Mais c'est de la masturbation. D'accord, parce que moi je peux toucher n'importe quelle partie de mon corps, je peux y prendre un plaisir, mais au point d'être bien, de sentir que... Eh ben oui, c'est quand on dit, et pourquoi on fait cette émission, vous en êtes un exemple et ça fait plaisir, merci à vous, il y a tellement encore d'idées fausses sur la masturbation. Non, c'est pas remplacer un rapport sexuel, c'est pas remplacer un pénis par un légume ou un sextoy. C'est se donner du plaisir à soi-même en se caressant. Certaines vont le faire uniquement sur le clitoris, d'autres vont prendre un plaisir énorme à se faire les tétons, d'autres, peu importe. C'est de la masturbation. D'accord, très bien. C'est s'autoriser soi-même à se faire du bien au corps. Voilà. Ça peut être toucher mes bras, mon torse, me caresser le visage, aussi, toucher mes jambes, c'est waouh. Visiblement, vous êtes. Visiblement, vous êtes waouh. Oui, Non, mais on voit bien que dans la manière dont vous l'exprimez, vous avez beaucoup de sensualité et vous savez. Kinesthésique. Ouais. Et honnêtement, ce que vous dites, moi, ça me paraît plutôt juste. Vous préférez avoir un homme en vous plutôt qu'un légume.
tout à fait. Oui. C'est plutôt rassurant. Oh, mais c'est gentil. Écoutez, oui. Franchement, oui, parce que J'ai besoin. ça veut dire que vous aimez les hommes, que vous êtes à l'aise avec oui, les hommes. contacts, oui. et honnêtement, en termes de sensations au niveau vaginal, ce qui va être intéressant, ça va être surtout de le partager avec quelqu'un d'autre. Quand on parle des sensations du corps, ça va plus être très souvent le clitoris. Se caresser à l'extérieur. Donc, non, c'est tout à fait de la masturbation, et de la masturbation très bien réussie, apparemment. Et très mental, parce que je peux avoir envie d'un homme, et avec le fait de le voir se déshabiller, ça peut déjà me satisfaire, et je peux arrêter tout. J'ai pas besoin d'une pénétration ou de quoi que ce soit d'autre. C'est ce plaisir de savoir ce qui peut se passer qui me rend dingue. Oui, donc ce qui montre bien que Belle vous avez, vous avez beaucoup d'imagination, ce qui est quand même déjà, j'ai envie de dire, en plaisantant, on le dit de temps en temps, que le premier organe sexuel c'est le cerveau, et quelque part. Et après les doigts. Je pense que j'ai une partie masculine qui est très développée, très. C'est pour ça que j'aime beaucoup séduire, être séduite. L'odeur ça me rend dingue de sentir un homme qui sent bon, et d'avoir les phéromones de l'homme qui me conviennent. Oh là là, mais ça c'est waouh. Je peux rentrer chez moi, j'ai rien à faire, mais j'ai passé une bonne journée. Rien que le fait d'avoir ressenti ça. Vous avez gardé les épices des îles, vous. Sensible aux odeurs, sensible. Ah oui, c'est de la dinguerie, je vous assure. Les copines me disent, mais comment ça, ça fait longtemps que t'as pas eu de relaxation sexuelle? J'ai dit, mais non, mais tu peux pas t'imaginer. J'en ai eu tout plein, mais dans ma tête et dans mon corps. J'ai pas eu besoin de l'extérioriser. C'est bien des fois quand il est là aussi. Oh là là, mais quand il est là, mais c'est Beyrouth, c'est le feu d'artifice. Beyrouth, c'est peut-être On pas va le éviter meilleur Beyrouth, exemple. c'est plus en très bon état. Bon, écoutez, tout va bien, Marie. Comme quoi, c'était nécessaire, Philippe Arlin, finalement, de faire une émission sur la masturbation, parce qu'on y met parfois tellement de choses. On y met un mot très réduit. Elles mettent les doigts là-dedans. Ouais, c'est vrai. Et non. Bon, après, je vous remercie, ça m'a éclairé. Non, c'est nous qui vous remercions de votre témoignage, parce que ça va certainement faire avancer les choses aussi pour tout le monde. Alors, on fait une petite pause et puis on va retrouver un homme maintenant, parce que c'est important aussi de donner la parole aux hommes qui certainement vont en parler encore différemment par rapport aux femmes. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et si vous aussi, vous avez envie de vous exprimer ou de poser des questions à Philippe Arlin, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est Philippe Arlin aujourd'hui qui nous tient compagnie, sexothérapeute. Je rappelle évidemment que si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez également la faire par Zoom avec Philippe Arlin, il n'y a pas de problème. C'est quand même le seul peut-être avantage qu'on a eu du Covid, c'est de comprendre que c'est possible de faire des tas de choses sans être obligé tout le temps de se déplacer. Frédéric est avec nous pour évoquer la masturbation. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors, je vous appelais, c'était pour faire un petit témoignage. Je suis des années 70, je suis né dans les années 70, donc tout ça pour dire que la masturbation jusqu'à un certain âge, plus c'était un besoin physique que plaisir. Donc, c'est fou. C'est souvent pour les hommes. C'est fou d'entendre ça quand même, parce qu'un besoin physique, plus comme si l'éjaculation a été même pas agréable, quoi. Non, c'était surtout pour calmer. Oui, j'entends bien. Une fois, c'est faire taire cette pulsion. J'avais bien compris. Marcher avec trois pattes, c'est compliqué. Ah là là. C'est ça. Et bon, après, selon la taille, on peut pencher en avant, aussi même. Faites attention. C'est très compliqué. C'est ça que les femmes ne comprennent pas. Que parfois, pour les hommes, c'est très très dérangeant, quoi, d'avoir un truc dur là entre les cuisses. Puis il y a cette envie de se libérer d'une tension et de passer à autre chose. Et c'est une tension quelque part. Oui, après, oui. Justement, c'est ça. Il y a une tension, comme vous dites, dans double sens. Oui, bien sûr. Double sens. Voilà. Après, après, on y trouve du plaisir et on s'arrange pour faire différemment, mais il y a quand même ce besoin-là
Mais vous Alors, en étiez à avoir besoin de vous masturber combien de fois par jour quand vous étiez très jeune? Avant 20 ans, on va dire 2-3 fois minimum. Ouais, donc vous étiez vraiment très 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 dans la pulsion. Oui. Ouais. Oui, après... après, Bon, il y avait mais- les supports aussi. Non, Non, enfin, non, oui. 70. Bah. Le support faisait que augmenter la fréquence. Eh ben c'est ça. Donc on est d'accord. Il y avait le support. C'est-à-dire que là, il y a aussi un désir qui est créé par le support. Et qui crée un besoin et qui du coup augmente le nombre de fois où on a besoin de répondre. Ouais, certainement, ouais, certainement. Après, oui. Après, après j'ai été en couple et en couple, c'était au minimum une fois par jour, en plus des relations avec ma compagne. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est ça que les femmes parfois ont du mal à comprendre. Mais pourtant, on fait l'amour régulièrement. Pourquoi il a besoin de se masturber? Je te suffis pas. C'est juste qu'il faut libérer la tension, quoi. Bah oui. Après, je pense que ça doit dépendre aussi peut-être des personnes et des gens, mais c'est vrai que pour ma part, même si je faisais au minimum l'amour 1 ou 2 fois par jour, j'avais aussi besoin de la masturbation. Donc. C'était votre rituel à vous. Hein. Oui, peut-être c'est devenu un rituel. Ouais, c'est vrai. Oui, alors en même temps, Devenu comme une habitude et c'est comme ça. il n'y a pas de problème. Hein. Ah bah non, Encore une fois, non. rassurons tous ceux qui sont peut-être encore dans cette phase. Alors, Il n'y a aucun risque de se masturber plusieurs fois par jour. Hein. Oh bah non. Non, je pense pas. Enfin, pour ma part, ça n'a rien fait de spécial. Non, mais je confirme, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Oui, bien sûr. Je pense que oui, l'homme, par pulsion, on a besoin aussi. Bon, après, maintenant, peut-être, trouver des compagnes qui puissent le faire à sa place, c'est vrai que c'est toujours aussi agréable, mais je pense que l'homme a besoin aussi peut-être de ce rapport à lui-même. Est-ce qu'il vous est arrivé en vieillissant d'y prendre plus de temps ou ça a toujours été un peu compulsif, clairement? Non, comme je vous ai dit, au début c'était compulsif, après en vieillissant, Prenez je votre m'accordais temps. plus de temps. Ouais, très bien. Je m'accordais plus de temps, ça c'est clair. Pour découvrir plus de choses, ou aller plus loin. Et le plaisir était bien différent du coup. Oui, bien sûr. Le plaisir était plus dans la pulsion, il fallait régulièrement. Attention, on vous perd un peu, Vous êtes Frédéric. dans le vent. On vous perdait un petit peu, Frédéric. Donc, on va essayer de retrouver on va essayer de retrouver Frédéric avec une voix tout à fait normale. Oui, c'est quand même, encore une fois, chaque homme va avoir son rythme, mais il n'y a pas, il n'y a aucune contre-indication médicale de se masturber plusieurs fois par jour. Et je crois que ça, c'est vraiment important de donner ce message. Voilà, le danger d'une masturbation trop addictive, c'est qu'à un moment donné, ça donne une habitude sexuelle qui éloigne d'une relation sexuelle, surtout si on regarde beaucoup de pornographie. Ça fait un seuil d'excitation un petit peu... Oui, et ça baisse le désir, ça peut baisser le désir. Chez certains, ça peut entraîner des troubles de l'érection qui ne sont pas des troubles de l'érection, mais qui sont le fait que ils ont un peu trop tiré sur la machine, donc ils n'ont plus vraiment envie. Et faut aussi comprendre que un petit conseil que je donne à tous les hommes, c'est intéressant de se masturber sur un sexe en érection et de ne pas se faire bander avec la main. Ça peut paraître anecdotique, ça change absolument tout. Si vous branlez, si vous vous masturbez sur un sexe en érection, c'est qu'il y a vraiment une excitation, il y a vraiment un désir en amont, au niveau de votre corps, et vous y répondez de la manière que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, avec votre main, votre cerveau, votre imaginaire, tout ce que vous voulez. Si vous êtes excité par un support extérieur, par un truc dans votre cerveau, pas de truc, mais qu'en bas, vous êtes obligé de l'élitreuiller avec la main, faites attention. Ça veut dire que peut-être l'excitation, elle est plus dans le cerveau que dans votre corps, et c'est ça qui peut amener, quand c'est trop répété, à, ce que je dis avec humour, créer une grosse feignasse qui a un peu tendance à avoir besoin de sa béquille pour tenir debout, et que dès qu'on enlève la main, elle retombe.
Ça, c'est quelque chose que je constate avec beaucoup de patients. Alors, on ne peut pas dire que c'est le défaut de la masturbation, ça serait le défaut d'un excès, etc. Et en plus, ça revient naturellement tout seul derrière. Voilà pourquoi il n'y a aucune contre-indication médicale à la masturbation. Il y a juste des effets secondaires, mais qui sont logiques si on abuse un peu trop. Et généralement, ce sont vraiment des hommes qui, par le support de la pornographie, prennent cette habitude de se mettre en érection. Ils sont en surchauffe à cause de la pornographie. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment sur une étude quelque chose de très très intéressant. Il semblerait que les grands consommateurs de pornographie sont plutôt des hommes qui sont seuls, et les grands consommateurs de prostitution, même si je sais que c'est interdit aujourd'hui, mais enfin bon, beaucoup d'hommes y vont quand même, ce sont des hommes qui sont en couple. Oui. Et ça, c'est important à comprendre aussi, c'est que les hommes en couple qui vont voir des prostituées, c'est parce qu'ils ont besoin de contacts charnels et de relations affectives et sexuelles, certes, mais voilà. Affectives. Et alors que le support de la pornographie, c'est finalement quelque chose qui va calmer les pulsions. Voilà, mais qui à forte dose peut entraîner une sexualité encore plus solitaire et éloignée d'une relation affective. Et souvent, après quelques années de célibat, on a des hommes qui, quand ils retrouvent des rapports sexuels avec les femmes, peuvent avoir au début des petits soucis, parce que le sexe, il a pris l'habitude de fonctionner avec la main, il faut qu'ils réapprennent à fonctionner. Ça peut être le cas aussi chez les jeunes qui ont commencé la masturbation très jeunes et qui se retrouvent dans des rapports sexuels avec des femmes qui n'arrivent pas forcément à éjaculer, qui n'arrivent pas... Et puis la apprendre. La pression de la main donne une habitude qui n'est pas retrouvée dans un vagin. Voilà. Tout simplement. Donc encore une fois, c'est pas médical, il n'y a pas d'effet secondaire, il y a des entre guillemets mauvaises habitudes qui peuvent éventuellement nuire à la sexualité du couple, mais c'est dans tous les cas réversible. On l'avait dit, on allait aborder tout le pour et contre de la masturbation. Et donc, merci à Frédéric d'avoir témoigné. Et puis, je vous ai trouvé une petite devinette. Je sais pas si simple que ça à trouver la réponse. Donc, ne soyez pas embêtés si vous ne la trouvez pas. Oh, mais je ne le serai pas. Et quel est le sport préféré des femmes ? Vous pouvez y réfléchir un petit peu. Peut-être que vous allez la trouver, la réponse. En tout cas, on fait une petite pause. On laisse le temps des infos et on revient bien sûr sur ce sujet qui n'est pas tabou pour nous. On revient sur la masturbation et n'hésitez pas à nous rejoindre. 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, dans cette deuxième heure, on va continuer à se faire du bien, puisqu'il n'y a pas de mal à ça. Et on va continuer à évoquer la masturbation avec vous, Philippe Arlin, sexothérapeute, c'est un sujet important. Et c'est vrai qu'on essaye de donner beaucoup d'informations. Et je pense que grâce à vos témoignages, on va pouvoir encore aborder d'autres aspects de cette pratique qui est peut-être encore un peu trop tabou et qui pourtant est essentielle. La devinette, quel est le sport préféré des femmes ? Vous avez une petite idée ? Non. Aucune ? C'est forcément le ski nautique, parce que c'est un sport qu'elle pratique les cuisses écartées. Elle mouille le slip tout en se faisant tirer par une vedette. Elle est pas mal, elle est mignonne, franchement, elle est mignonne. On est d'accord. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Séverine. Philippe. Je souris de la devinette encore. Oui, c'est mignon, franchement. Bon. Elle est pas mal, effectivement. Donc voilà. Alors, moi, pour ma part, je voulais. Je savais que moi, j'ai jamais réussi à sortir de l'eau. Alors. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'arrivent jamais à sortir de l'eau. Ouais. Alors, on garde la culotte très mouillée, mais on peut pas se faire tirer. On peut pas se faire tirer par la vedette, c'est con. Ouais. Alors, moi, j'ai la chance de savoir pratiquer le ski nautique, mais avec de nombreux effets non conviants au départ. Mais quand même, vous avez réussi à vous faire tirer par la vedette, vous. Oui, ça y est, maintenant j'y arrive. Donc, avec grand plaisir d'ailleurs, maintenant aussi. Oui, c'est sûrement très agréable. C'est sûrement très agréable. C'est chouette, oui, tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Pour ma part, je voulais témoigner sur le sujet aujourd'hui de la masturbation, qui est, comme vous disiez, alors c'est pas un sujet tabou, mais qui a été un sujet tabou dans ma famille. Et qui est encore aujourd'hui d'ailleurs, donc encore aujourd'hui, pas pour moi,
mais même dans mon couple aujourd'hui. Alors on est en famille recomposée et c'est un sujet qu'on a du mal à aborder, enfin que mon conjoint et avec les enfants ont du mal. Mais pour ma part, ça a été très tabou pendant toute mon enfance. Mais c'est quand même complexe, franchement. Est-ce qu'on peut parler de masturbation avec ses parents ? Moi, je suis pas sûre. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un de très libéré. Et donc, ces enfants, c'est d'ailleurs toute la difficulté pour beaucoup de parents quand ils voient leur petite fille ou leur petit garçon se tripoter, parce qu'ils se masturbent pas, les enfants. Non, c'est ce que je dis. Ils se chatouillent, ils touchent, ça fait des guilis dans le ventre. La seule chose qu'il faut dire, écoute, tu as le droit de faire ça, mais tu le fais dans ta chambre, tu le fais pas devant tout le monde. C'est la seule chose qu'il faut dire. Il y a rien d'autre à dire. Hein. Oui, c'est un sujet qu'on a quand même beaucoup de mal à évoquer sur le plan, la sexualité en général, de toute façon. Donc, mais vous savez, Séverine, je vais m'éloigner un petit peu de l'humain. Mais moi, je suis toujours étonnée quand je vois des gens qui voient leur chien se lécher, se monter dessus ou je ne sais quoi. Toujours des réactions comme ça, d'empêcher le chien, alors que ça n'a rien d'abord, souvent, ça n'a rien de sexuel. C'est plus des rapports de domination que de sodomie. Et quand bien même, laissons-les vivre, quoi. Y a pas de. Eux n'ont aucune pudeur et ils vivent très bien comme ça. Et ils se donnent du plaisir. Donc on voit bien encore une fois tout ce qui est compliqué pour l'humain parce que y a toute notre culture, toutes les archétypes qui sont encore très présents, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'est le sujet. C'est vraiment un sujet délicat, comme vous disiez, délicat. Alors moi, dans toute mon enfance, je suis partie d'une génération, à l'ancienne génération, j'ai envie de dire, et mes parents n'en parlaient jamais, donc on parlait jamais de sexualité à l'époque. On parlait pas de se caresser, de se toucher. C'était même, alors j'irais même plus loin. C'était même bientôt quelque chose de mal de parler de sexualité et même de faire l'amour, quoi. Donc alors j'ai pas eu le modèle justement parce que ma maman me disait souvent qu'elle prenait pas beaucoup de plaisir, que plus vite c'était fini ou plus vite elle était tranquille. Donc j'ai déjà été éduquée avec cette c'est terrible, c'est une tristesse. Ouais, c'est terrible de dire ça à sa fille parce qu'on lui donne une injonction négative. Oui, tout à fait. Et puis après, moi j'ai eu, on va dire, la malchance de rencontrer des deux hommes quand j'étais toute petite enfant où j'ai vécu des violences sexuelles, enfin des viols. Et donc ce qui fait que pour moi ça a été sale. Et donc la masturbation pour moi ça a été un non-sujet, j'ai envie de dire, même carrément. Parce que j'avais, il fallait pas, on n'avait pas le droit de se toucher, et puis c'était sale, et puis il n'y avait pas de plaisir. Donc j'ai vécu comme ça très 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 longtemps, de nombreuses années. Aujourd'hui c'est un peu différent. Alors je dis pas que je me masturbe moi-même toute seule, j'en ai pas le besoin, j'en ai pas l'envie. Maintenant avec mon mari. Où j'ai pris plaisir, découvert la sexualité, etc. Il m'incite à me caresser, ce que je fais pour déjà découvrir ce que ça peut me provoquer à moi-même, et puis aussi pour lui faire plaisir, quoi. Donc, mais vous êtes mal à l'aise, qu'est-ce que vous ressentez Oui, je suis je suis mal à l'aise, effectivement. J'ai le sentiment d'être que je vais être jugée. Oui, mais voilà, ça c'est important que vous preniez conscience, que vous n'alliez pas trop loin dans votre malaise, parce que sinon ça a un effet négatif. C'est-à-dire que c'est très bien ce que fait votre partenaire, il essaye de vous libérer, ça part d'un bon sentiment, mais attention de ne pas aller trop loin dans votre mal-être, parce que sinon ça a l'effet négatif. Oui, moi ça j'ai la chance qu'il m'oblige en rien du tout, et au contraire. Si il me propose ou me demande et que je fais pas, c'est pas du tout un problème. Donc je vais me permettre une question. Est-ce que la fellation, c'est une pratique que vous avez avec lui ? Oui, et que j'adore. Ok. Oui, non, ça peut être surprenant. Je sais pas. Non, mais c'est important ça montre à quel point on est sur quelque chose de différent et à quel point il y a bien un tabou autour de la main sur le sexe, donc de faire ce geste de masturber, qui n'est pas intégré dans la sexualité, alors que la fellation, elle est intégrée. Certaines femmes n'aiment pas, très clairement, mais elle est intégrée. Là,
on voit bien que ça n'a rien à voir. Ça pourrait paraître sur le papier beaucoup plus anecdotique et beaucoup plus facile d'aller y mettre la main. Et vous nous montrez, et là aussi c'est important pour ceux qui nous écoutent, que non, c'est pas anodin parce que ça renvoie à quelque chose dans l'inconscient. C'est pas très normal d'aller faire ça, quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est exactement. Voilà, ça me paraît. C'est pas normal et comme si je m'autorisais pas et j'ai pas le droit de prendre du plaisir. Donc, mettez un gant, comme ça c'est plus votre main. Hein. Un gant à clous, il préférera, vous verrez. C'est rigolo. D'accord. Non mais je souris un peu, mais quelque part c'est pas complètement stupide ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait votre main à ce moment-là, vous voyez. D'accord. Ouais. Oui, pourquoi pas. Je vais y changer. Et il y a aussi, pas pensé, en tout cas. Il y a aussi quelque chose, c'est de le faire ensemble. Soit vous posez votre main sur la sienne et vous suivez son mouvement et vous voyez comment il fait, comment il rythme, ou il met sa main sur la vôtre et vous vous laissez guider. D'accord. Okay, et vous verrez que de le faire ensemble, ça va détendre quelque chose. Oui, j'ai tenté effectivement, maintenant que je l'ai fait de temps en temps, occasionnellement, mais de mettre ma main sur la sienne, effectivement. Voilà, pour m'autoriser en fait. Parce qu'en fait, je ne m'autorise pas, c'est ça le problème. Mais bien sûr. C'est comme une invitation qu'il vous fait à participer à son rituel intime. Oui, d'accord, ok, ouais. Donc, encore une fois, vous mettez votre main au-dessus ou en dessous. Ça peut être lui qui prend votre main et qui l'amène à faire un mouvement. Ça peut être l'inverse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne soit pas complètement passif à regarder et à subir ce que vous faites, mais être dans quelque chose en disant, tu vois, tu participes de mon plaisir. Oui, d'accord, ok, oui. Oui, donc après ça vient un peu à la fois, effectivement. Mais bien sûr. Vous allez prenez votre temps et avancez à votre vitesse, c'est ça qui est important, bien sûr. Oui. Merci beaucoup. C'est un partage. Merci beaucoup, Séverine. On fait une petite pause et on continue, bien sûr, avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à venir en parler. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Arlin, sexothérapeute, on continue à évoquer la masturbation, osons le dire. C'est vrai que c'est peut-être même un mot que certaines personnes n'osent pas utiliser, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est un peu notre langage courant, nous, mais c'est normal, on est tombé dedans quand on était petits. Oui, sûrement, mais c'est important tout ça parce que justement, si on met pas de mots dessus, ça reste caché, ça reste tabou, mal vécu, alors que c'est un magnifique outil d'épanouissement sexuel et il faut aussi pouvoir l'entendre comme ça. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, Franck ? Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Franck. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le sujet est beaucoup trop tabou à mon goût et ça devrait être beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. On devrait moins se prendre la tête avec la sexualité en général et la masturbation. Ben oui, et donc je suppose que vous y adonnez régulièrement. Oui. Plusieurs fois par semaine, on va dire dès qu'on peut, dès que je peux. Mais je pense qu'elle est complémentaire avec une sexualité, on va dire, en étant en couple. Je pense qu'elle est complémentaire. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne doit pas se masturber, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà. C'est certainement plus vrai pour les hommes, d'ailleurs, je pense. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est que c'est deux choses différentes. Encore une fois, ça peut venir, c'est assez rare, mais ça peut venir prendre place dans les jeux du couple, mais c'est une pratique solitaire, c'est un rapport à son corps, c'est une manière de se faire du bien, de se faire plaisir. Ça peut être aussi une manière de libérer des pulsions, des fantasmes, des tensions qu'on peut avoir au niveau cérébral. C'est une manière de ne pas passer à l'acte. Donc il y a énormément de choses que la masturbation peut permettre, et dans ce sens-là, elle devrait être accueillie positivement parce que, encore une fois, qu'elle permet de régler, c'est quelque chose qui ne va pas venir polluer le rapport sexuel. Et donc, c'est aussi important d'entendre ça. Vous avez commencé jeune, j'imagine aussi, en tant qu'homme, Franck ? Oui,
je pense avoir commencé, on va dire, à partir de 13 ans. Ces eaux-là, oui, bien sûr. Oui. Quand on commence à avoir des érections et que on touche, hein. Et puis ça fait du bien et on continue. Et voilà, exactement. Et après, on y prend goût et on n'arrête plus. Oui, mais c'est toute la différence. Quand on ne comprend pas pourquoi les femmes se masturbent moins, c'est tout simplement parce que nous, on n'a pas un effet physique qui nous fait mettre la main dessus. Hein. Oui, il y a effectivement ça. Est-ce qu'elle a évolué, votre masturbation, Franck ? Non, je pense pas. Elle a toujours. Alors les fantasmes, oui, ont été différents. Mais oui, ça, bien sûr. Sujet. Mais là, non, la masturbation en général, non, ça n'a pas vraiment évolué depuis mon adolescence. Ok. Non, alors il y a. Peut-être moins. La quantité, la quantité de vous masturber peut-être moins qu'au moment, à moins que vous soyez encore très jeune, je ne sais pas. Très jeune, non, mais en fait, ça va dépendre des moments dans l'année. Il y a des fois où je vais plus me masturber, des fois moins ça. En fait, il n'y a pas de règle, c'est selon l'envie. Voilà, j'essaie de pas trop, on va dire, réfléchir ou d'interpréter, mais c'est quand j'en ai besoin et envie, ou des fois aussi pour pas être trop lourd, comme on va dire. Je suis quelqu'un d'assez actif dans mon couple, donc pour laisser respirer un petit peu ma femme, on va dire, ça lui permet de... Vous en parlez avec elle ? Ou non, c'est un peu tabou ? Bizarrement, j'ai plus de facilité à parler de sa masturbation à elle plutôt que de la mienne. On n'en parle pas vraiment. C'est vrai qu'il y a comme une forme un petit peu, je ne sais pas si on pourrait dire de honte ou de la pudeur, mais déjà elle me pose pas de questions, mais voilà. Elle a peut-être pas envie d'entendre la réponse. Ouais, peut-être aussi. Non, mais je crois que c'est pas un sujet tellement répandu. Hein. Poser la question à son ou sa partenaire, est-ce que tu te masturbes, c'est pas très fréquent, je pense. Mais je pense que c'est... Moi, je lui demande. Oui, mais ça, c'est parce que ça vous excite de savoir qu'elle se masturbe. Ouais. Oui. Voilà. C'est une demande. C'est toute la différence. C'est pas une demande pour son bien-être, c'est parce que ça vous excite. Si. Et c'est... Oui, non, mais... Les deux. Oui, bien sûr. Les femmes se sentent plus facilement remises en cause, comme si elles ne suffisaient pas, comme si, du coup, il est obsédé sexuel, il ne peut pas se contenter d'eux, mais il pense qu'à ça. Et à partir du moment où il y a toute cette idée péjorative autour du fait que l'homme peut éprouver le besoin de se masturber, alors en plus avec le porno, il va y avoir la jalousie de les actrices sur lesquelles il fantasme, ça vient créer un tel trouble que effectivement parler de la masturbation des hommes, c'est plus compliqué. Peu de femmes vont venir s'exciter à ça. D'ailleurs, les femmes qui s'excitent à ça en parlent. Cela étant dit, et peut-être que d'autres femmes témoigneront comme moi qui n'ai pas de problème et qui est souvent demandé à mes partenaires s'ils se masturbaient, j'ai senti que c'était une question qui les dérangeait. Donc visiblement, l'homme a moins masculin là-dessus. Oui, l'homme n'a pas très envie de raconter à sa partenaire qui se masturbe. C'est son jardin secret et c'est son droit d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et c'est un peu, vous l'avez dit, c'est un peu par pudeur, comme si... peut-être que ça montre... Peut-être qu'il y a cette idée, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck ou Philippe, peut-être qu'il y a cette idée encore que si l'homme se masturbe, c'est quand même qu'il est un peu obsédé, et donc c'est pas bien. Je pense qu'il y a ça. Oui. Ouais. Alors que... Je suis assez d'accord avec ça, oui. Ouais. Comme en plus on est demandeur, donc si en plus, mais c'est. Tu penses qu'à ça, quoi. Tu penses qu'à ça. T'es l'obsédé, t'es vraiment. Ouais. Alors que moi, je tiens vraiment à rassurer tous les hommes qui nous écoutent. Non, c'est juste parce que votre pulsion, elle est quand même très présente et puis on l'entretient. Et c'est aussi. biologique, hein. C'est pas donc il y a rien de c'est pas obsédant, vous n'êtes pas des obsédés sexuels. C'est juste que vous êtes, ça vous travaille beaucoup, donc il faut bien libérer la tension, quoi. C'est vrai, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En tout cas, là, si votre femme écoute l'émission, vous êtes foutus. Non, mais alors là, il n'y a aucun problème avec ça. Peut-être que ça lui permettra de me poser éventuellement des questions et elle aura les réponses. Et d'en parler, ouais, mais c'est chouette, au contraire. Mais bien sûr. Je vais citer à écouter.
Oui, mais alors attention, parce que si elle vous pose la question, et à quoi tu penses quand tu te masturbes? Là, vous êtes sur un terrain glissant, Franck. Ouais. Hein. Alors, pas pour ma part, parce que bizarrement, depuis quelques années, ma femme est devenue l'objet de mes plus grands fantasmes. Donc, elle peut être rassurée par rapport à ça. D'accord, donc tout va bien, le sujet peut être abordé. Parce que c'est ça aussi Oui, et cette jalousie de mais tu penses à qui Donc vous ne vous masturbez, ça, c'est le problème de la... vous ne vous masturbez pas en regardant de la pornographie? Si, ça peut m'arriver. Si, ça peut m'arriver. Mais c'est vous voyez, hein, qu'on est sur un terrain glissant. Alors non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas forcément par rapport aux actrices que je me masturbe, mais c'est plutôt au scénario. Vous voyez, c'est pas forcément. Ouais. Et vous avez un cerveau, vous pouvez vous le faire, le scénario tricheur. Ouais, mais je suis feignant. Ah, voilà, d'accord. Bon, allez, on dira rien, hein. Faut pas qu'elle écoute le replay, alors. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Non, mais on voit bien... Hein, mais c'est vraiment un sujet intéressant parce que... on parle librement de sexualité et c'est quand même étonnant que quelque part la racine de la sexualité, c'est le rapport à nous-mêmes. Et ben ça, c'est tabou. C'est comme si, c'est né comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éventuellement, peut-être pas inciter, mais démocratiser ça ou pour faire avancer les choses, on va dire? Je crois qu'il faut qu'on en parle. Il faut en parler librement comme on essaye de le faire. Attendez, Franck, on a quand même bien avancé. Il ne faut pas oublier que le fameux docteur Tissot, qui avait écrit un livre au XVIIIe siècle, je crois, ou au XIXe, je ne sais plus, avait raconté toutes les maladies qu'on attrape en se masturbant. Et il y a une époque où on attachait les mains des petits garçons pour pas qu'ils se masturbent dans leur lit. Dans les dortoirs, les mains des garçons étaient attachées dans le dos. Donc, vous voyez, on part de loin quand même. Donc, c'est normal qu'il y ait encore beaucoup de tabous et que ce soit pas il y a tout cet archétype inconscient qui reste là encore. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, ce qui est décrit, c'est uniquement la masturbation des hommes, c'est l'onanisme, c'est la perte de la semence. C'est-à-dire que, en gros, on a un acte inutile qui ne va pas permettre d'engendrer des enfants, et c'est ça qui est pointé du doigt, et c'est ça qu'on va interdire, et on va beaucoup plus parler et rendre tabou la sexualité, la masturbation masculine. Alors celle des femmes, comme on ne parle pas de leur sexualité, on ne parle pas de leur masturbation. Mais ce qui est tabou, c'est vraiment ça. Perdre sa semence dans le vide. On ne savait pas à l'époque que vous fabriquez des spermatozoïdes 24 heures sur 24. Oui. Donc il ne fallait pas gâcher la marchandise en quelque sorte. Tandis qu'aujourd'hui, au contraire, on sait que trop ne peut pas du tout se masturber ni éjaculer. Ça finit peut-être par provoquer... Ça ne sera pas terrible pour la procréation. Il semblerait même que ça pourrait favoriser le cancer. Mais ça, je me méfie toujours de ces études qui sont... C'est ce qui sont des études biaisées, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses qui peuvent expliquer en parallèle. C'est pour ça que... Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que sur le plan médical, au contraire, c'est plutôt a priori bénéfique. Donc vous voilà rassuré, Franck, et on ne dira rien à votre femme. On ne dira pas quelle actrice particulièrement vous fait. Et quel type de pratique, surtout, vous regardez, parce que les scénarios, ils ont bon dos. Hein. On ne dira rien. Merci Franck, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve avec le Sexo Conseil et des petites techniques pour durer, messieurs. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, je parle sous votre regard et votre oreille, Philippe Arlin, des techniques pour durer, quelques petites astuces pour le couple. Faire durer son érection, on sait que ça marche mieux quand la partenaire est complice. Hein. Oui. On le sait, hein, vous êtes d'accord. Et d'abord, contrairement aux femmes, les hommes sont souvent trop axés sur le sexe, centrés sur leur pénis. Et du coup, ils oublient un peu la sensualité, ils oublient que peut-être d'être un peu plus dans la sensualité, on est moins
apte à éjaculer trop rapidement. Donc c'est important d'apprendre à se relâcher, à se relaxer, à toucher. Sortir de la pulsion, parce que c'est elle qui fait aller vite. C'est ça, et donc peut-être à toucher plus le corps et pas uniquement directement le sexe. Voilà. Attention aux préliminaires qui sont parfois une excitation à haute dose, et donc peut-être faire une pause. Alors c'est complexe parce que quand la femme a eu son orgasme grâce aux préliminaires, elle aime bien être prise immédiatement, mais parfois il vaut peut-être mieux faire une toute petite pause, parce que si l'homme pénètre excité au maximum, il a des chances de ne pas tenir. Et ça, c'est des techniques qu'il faut travailler au cas par cas. On est d'accord. Il faut découvrir évidemment ce qu'on appelle l'excitation basse. Donc ça, c'est pas être tout le temps en train de s'exciter. La respiration a aussi un effet qui calme. Qui permet de rester en excitation basse, justement. Elle apaise. Plus on accélère sa respiration, plus on va augmenter la pression et le risque d'éjaculation. Voilà. Et puis il y a un truc qui marche aussi pour beaucoup d'hommes, c'est de détendre la zone périnéale par un toucher délicat et peut-être tirer doucement vers le bas. C'est un geste qui, paraît-il, retient le réflexe de l'éjaculation. Oui, et ça répond à quelque chose qui va parler à beaucoup d'auditeurs, c'est que souvent justement cette zone-là, on la contracte, on serre les fesses, on contracte le périnée, on contracte les jambes au moment où on va éjaculer. Et il faut contrer cette tendance, parce que c'est cette tendance qui va venir chercher l'éjaculation. Pour faire très court, en fin de compte, on décide d'éjaculer quand on n'est pas éjaculateur précoce, et on fait un ensemble de petites choses, on accélère le rythme, on contracte, on fait plein de choses pour amener notre éjaculation. Le problème de l'éjaculateur précoce, c'est qu'il fait ces choses-là de manière involontaire, et donc il faut qu'il apprenne à ne pas les faire quand il n'a pas décidé d'arriver au bout. Mais sachez encore une fois que ça s'apprend et que tout le monde peut apprendre. Ça peut être long, mais ça s'apprend. On va parler de ce livre qui est sorti aux éditions Desclés de Brouwer. Un corps pour deux, c'est un sous-titre intéressant, Petite philosophie de la grossesse. Et c'est évidemment une philosophe qui prend la parole. Bonjour Marie Le Borgne-Lucas. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. Et en effet, moi j'ai lu votre livre avec pas mal d'intérêt, parce que c'est en effet un livre qui parle de ce qu'est la grossesse sur un plan un peu plus philosophique. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça peut vraiment permettre, surtout aujourd'hui où beaucoup de femmes se posent la question d'avoir ou pas des enfants, de ce que signifie la grossesse. Donc déjà bravo. Merci. Alors vous abordez déjà la question et d'ailleurs vous faites le parallèle avec la GPA, que souvent la femme enceinte c'est un corps qui serait juste un contenant. Et je trouve ça assez juste, comme si la femme perdait la capacité à être dans son corps et être son corps, comme si le corps tout d'un coup appartenait à la société. Oui, c'est vrai qu'on remarque dans la grossesse qu'il y a comme une dissociation qui s'opère souvent avec la femme, entre la femme et son ventre. Comme par exemple, on peut le voir souvent, vous savez, dans le fait que beaucoup se permettent de caresser, par exemple, le ventre de la femme enceinte. Et ça, quand vous êtes enceinte, c'est parfois surprenant quand vous ne connaissez pas les gens, qu'on vous arrête dans la rue, qu'on vous caresse. Et en fait, c'est vraiment une intrusion, oui. Oui, enfin. Oui, voilà. Et je me rappelle, moi, que j'ai réussi à dire qu'une seule fois une commerçante qui touchait mon ventre à chaque fois, et j'étais paralysée. Et je me suis dit, quand même, courage, t'écris un livre là-dessus. Si t'es pas capable de le faire, qui va le faire? Et d'oser dire, en fait, vous savez, c'est toujours mon ventre. Alors, c'est tout bête, mais c'est d'oser voir derrière que, sans être un geste hostile, en fait, ce qu'elle caresse, ce n'est pas moi, en fait, c'est l'enfant. Comme pour dire finalement que dans la grossesse, c'est pas si simple de voir que, oui, c'est un événement qui se passe dans mon corps, c'est bien moi qui suis enceinte, et en même temps, c'est comme un événement qui m'est parfois extérieur, que les autres juste extérieur. Voilà, exactement. Oui. Surtout qu'être enceinte, ça suppose de se réapproprier son corps, du coup. D'oser dire, c'est mon corps.
Voilà, ça c'est assez étonnant. Oui, et puis ça voudrait dire que finalement, cette femme, elle considère que vous faites partie des femmes qui ont des enfants et vous n'êtes plus un individu, quoi. Vous êtes une sorte de mère porteuse. Oui, oui, au fond, oui. Exactement, c'est cette idée que finalement, comme après quand on caresse le ventre, c'est comme si on caressait l'enfant. Et dans certaines cultures, ça porterait bonheur. Donc il y a cette idée parce que la femme symbolise la fécondité à ce moment-là. Et comme si elle n'était plus un individu, mais elle était en quelque sorte mère nature face à nous, qui montre le miracle aussi de la vie. Et en même temps, il y a un individu derrière. Voilà. Donc c'est ça mais on oublie l'individu, oui, absolument. Voilà. Ouais, et c'est vrai qu'être enceinte, c'est vivre dans son corps un événement très étrange qui nous métamorphose et oser en faire un événement très personnel, parce que c'est dans notre corps que ça se passe. C'est votre totalement corps. Une réappropriation. Il y a une chose que j'ai trouvée aussi très intéressante. Vous parlez de la création et de la procréation, et vous citez donc l'esprit créatif, qui est enceinte d'une idée qu'il doit accoucher, comme le corps. Et c'est intéressant. Mais le corps, lui, ne serait que procréatif. Justement, alors c'est Florentine Verhage qui montre ça, une anglo-saxonne, une américaine, qui va dire justement, en fait, dans notre culture, on a confisqué le modèle même de la création. En fait, c'est le corps des femmes qui crée quelque chose de totalement nouveau, qui n'a jamais existé. C'est le corps des femmes. Et en fait, elle dit on va confisquer ce qui se passe dans le corps des femmes, parce que d'ailleurs, on va dans l'Antiquité considérer que finalement la femme, elle participe pas à l'ovulation. Quand elle ovule pas, en fait, elle participe pas, elle donne pas de la semence, comme va dire Aristote. Elle est passive. Voilà, elle est passive, elle fait que recevoir la semence qui vient de l'homme, et elle est vraiment la mère porteuse. Et en fait, elle va dire, dans notre culture, on a confisqué le modèle même de la création, on l'a confisqué du corps des femmes, pour dire en fait la création, c'est celle finalement que font les hommes, c'est la création artistique, la création intellectuelle. Et en fait, on va réduire la femme à n'être qu'un corps procréatif, c'est-à-dire qui va créer de la matière, qui va créer, mais qui n'est pas de la vraie création. Et elle propose de tout renverser, et je l'étudie dans mon livre. Donc en fait, mais justement, le modèle de la création dans le corps des femmes, dans la grossesse, est extraordinaire, parce que c'est pas une création qui se fait uniquement avec l'esprit, c'est une création qui s'entremêle à quelque chose d'autre, qui surgit en elle. En fait, c'est ça la création, c'est ça même créer, même un peintre. Finalement, quand il crée en entremêlant en entremêlant les couleurs, en entremêlant ce qu'il soit. Et voilà, c'est ça que et puis c'est la matière de votre corps qui fait corps pour le bébé. Exactement. Et c'est qu'en fait, repenser la création, penser la création même artistique à partir du corps des femmes, c'est reconnaître que finalement, créer, c'est pas juste pondre des idées à partir d'un esprit, mais c'est se laisser pénétrer par le monde, se laisser fasciner par le monde, bien contempler, sûr. Puis peindre. C'est ce que montre Merleau-Ponty, en fait. C'est d'abord, l'artiste, c'est celui qui contemple. Et ensuite, parce qu'il a vu le monde, peint. Et finalement, c'est ça que montre la grossesse. Je me laisse entremêler à un autre et je crée quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est génial. Et moi qui travaille beaucoup sur le fait que beaucoup de femmes, malheureusement, ne se sont pas créées en tant que femmes parce qu'elles ont eu besoin d'être mères pour exister. Vous insistez aussi beaucoup sur la question actuelle du féminisme, justement, sur est-ce qu'une femme peut être femme sans avoir été mère, cette liberté de ne pas avoir d'enfant. Enfin, j'ai trouvé que cette partie, justement, que vous avez titré la peur de l'essentialisme, est très intéressante parce que c'est vrai que c'est presque un combat féministe essentiel et qui pourtant n'est pas très bien abordé, je trouve, la plupart des temps. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai conçu mon livre vraiment comme un ouvrage féministe, mais qui ose parler de la maternité. Alors ça paraît peut-être paradoxal, puisque en France, notre tradition féministe a été, avec Simone de Beauvoir, une tradition de l'éclipsement du corps maternel. En gros, pour libérer les femmes, on les a encouragées à tourner le dos à la maternité. Mais oui, le travail que j'ai fait, c'est de redonner la puissance aux femmes en tant que mères. Voilà. Alors, ce que font les féministes américaines depuis 40 ans, et moi, le gros du travail dans mon livre, ça a été de les amener, de les traduire, de les rendre accessibles. C'est de montrer qu'en fait, on peut tout à fait être féministe et mère, et voir de manière féministe la maternité. Et même si on n'est pas mère, qu'est-ce qu'on peut penser du coup de ce corps qui pourrait emporter un autre? Et c'est absolument fascinant, en fait. Oui, bien sûr. Et vous abordez aussi des choses très intéressantes, notamment sur les fausses couches, qui sont malheureusement souvent des choses tout à fait naturelles et qui ne sont pas des échecs. Ça aussi, il faut sortir de ça. Il faut aider les femmes. C'est souvent extrêmement traumatisant pour les femmes. Oui.
Et culpabilisant quelque part aussi. Hein. Il y a un discours autour de l'échec. Et puis très impressionnante quand la fausse couche survient, justement. C'est le terme même de fausse couche. Le collectif, justement, il y a un collectif qui s'est monté pour dire finalement rien n'est vrai, tout est faux. Rien n'est faux, tout est vrai. Donc c'est pas une fausse couche. Et il propose plutôt de parler d'interruption naturelle de grossesse. C'est ça. Beaucoup plus. C'est les mots ont leur importance, bien sûr. C'est pas une fausse couche. Fausse couche, ça donne l'impression qu'on n'était pas vraiment enceinte. Ouais, on a triché, quoi. Non. Oui, ou vous n'êtes pas capable d'aller au bout. Oui. Voilà, la grossesse est interrompue, et donc il y a un deuil à faire. Et ça, c'est quand ça nous arrive, et ça arrive à une femme sur 4, je crois, d'avoir. C'est très fréquent. Bien sûr. Voilà, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Et la deuxième fois, c'était assez pendant la grossesse, quoi, à la fin du 3e trimestre, à la fin du 1er trimestre, pardon, donc à la fin du 3e mois. Et là, on est vraiment enceinte. Quand on s'est senti enceinte, on l'a annoncé. Et quand les règles arrivent, parce que concrètement, ça se symbolise ça se voit par un retour de règles en quelque sorte. Avec le sang qui coule, il y a un deuil énorme à faire. Et ça aussi, il faut en parler, il faut oser le dire. Pour être accompagnée. Et comme la naissance d'un enfant mort-né, j'avais reçu d'ailleurs une femme qui a écrit un très beau livre sur ce sujet, c'est pareil, c'est aussi un sujet qui est douloureux et qui est forcément traumatisant pour toute femme à qui ça arrive. Bien sûr, vous abordez ça aussi. Et puis, vous abordez aussi l'accouchement, et il semblerait que vous en avez vécu un particulièrement terrible. Et là aussi, il faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi. Chaque femme fait comme elle peut. Il n'y a pas à dire qu'il ne faut pas de péridurale ou qu'il en faut une. Enfin, chaque femme fait comme elle peut. Et il y a encore du boulot pour que les accouchements soient un petit peu plus respectueux du corps des femmes. Et je crois qu'on avance, mais il y a encore du boulot. Oui, pour que ça soit plus respectueux du corps des femmes, mais aussi pour qu'il y ait un discours moins culpabilisant pour les femmes qui n'auraient pas le projet d'accouchement qu'elles auraient aimé avoir. Moi, j'ai tout eu, de la péridurale à l'accouchement à la maison pour le 3e, et j'ai trouvé à chaque fois que c'était la grande épreuve de ma vie. À chaque fois, j'ai trouvé ça très dur, et à chaque fois, je me suis dit plus jamais, parce qu'à chaque fois, ça allait au-delà du courage dont je me pensais capable. Et c'est ça, peut-être, accoucher, c'est reconnaître aux femmes non seulement le caractère génial de leur corps, qui peut créer quelque chose de nouveau, mais aussi reconnaître leur courage, qui a souvent été éclipsé aussi là. On a dit mais non, il n'y a pas de courage parce que c'est un acte naturel. Et justement, dans le livre, j'y réfléchis avec la philosophe Vernalis, qui montre que, en fait, non, quand j'accouche, mettre au monde, c'est accepter de risquer sa vie en un sens. C'est perdre une partie de soi. Hein. Voilà, et d'affronter dans la souffrance, ce qui peut être terrible, d'affronter cette peur de la mort. Les femmes ont un courage immense dans leur corps qu'ils se tentent de célébrer. C'est déjà porté 9 mois. Il faut pas oublier ça. Je crois que les médecins le savent. Accueillir un corps étranger, ça change déjà le métabolisme du système immunitaire des femmes. Et c'est pour ça qu'elles sont parfois beaucoup plus fragiles pendant la grossesse, puisque leur système immunitaire est obligé de baisser un peu la garde, sinon il évacuerait le fœtus. Et donc forcément, c'est un vrai parcours, être enceinte, accoucher, et rendons hommage aux femmes. Moi j'ai trouvé que votre livre était vraiment formidable, bravo, félicitations. Et j'invite... Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. J'aime beaucoup le mot de métamorphose. Pour moi, c'est vraiment, ça dit énormément la grossesse, dans le sens métamorphose, la transformation du corps, une métamorphose de la sensibilité, où pour certaines, justement, la libido devient complètement extraordinaire pendant la grossesse, parce que le corps se transforme. Comme moi, je l'ai personnellement vécu dans mes grossesses, c'était assez surprenant. Une métamorphose psychologique, parce qu'on n'est ni une ni deux, quoi. C'est vraiment une transformation, parfois qui nous laisse pas, c'est pas toujours agréable, hein. Non. C'est vraiment une transformation. Bien sûr. Et d'ailleurs, qui change notre corps avant de changer notre vie. En fait. D'ailleurs, une femme n'est plus la même après avoir mis au monde un enfant. Évidemment, 3 comme vous. Marie Le Borgne, Lucas. Oui. Un corps pour 2, c'est aux éditions d'Esclé de Brouwer. Et c'est vraiment un livre que je conseille à toutes les femmes qui se posent la question, justement. Ça peut les aider à trouver leur réponse. Merci et bravo. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour continuer à évoquer la masturbation. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes avec Philippe Arlin, aujourd'hui sexothérapeute, et on va revenir sur notre sujet du jour avec Nabila qui va nous parler de sa masturbation. Bonjour Nabila.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nabila. Alors effectivement, je me masturbe et je trouve qu'en tout cas, ça fait beaucoup de bien, ça déstresse. Ça permet aussi personnellement de connaître un peu mieux mon corps. Et oui, vraiment le côté de déstresser et de se faire du bien en fin de compte, simplement. Mais très bien, hein, on ne peut que vous donner raison, Nabila. C'est quelque chose que vous avez découvert sur le tard ou ça a accompagné votre vie ? Ça a accompagné ma vie. D'accord. Effectivement, l'adolescence, j'ai voulu connaître un peu plus mon corps et c'est passé par cette pratique. Et à long terme, j'ai pris du plaisir. Alors effectivement, que je sois en couple ou célibataire, je me masturbais régulièrement et différentes façons, etc. Et moi personnellement, vraiment, ça me fait du bien, ça me déstresse. Et j'ai ce moment aussi pour moi, malgré tout, avec mon corps. Et c'est quelque chose qui va être... excusez-moi, je pose beaucoup de questions, mais c'est important. Est-ce que ça peut être très rapide, comme pour libérer quelque chose, ou est-ce que ça va être un vrai moment où vous vous posez pour prendre du plaisir, ou les deux ? Les deux. Les deux, ok. Ça dépend effectivement des moments et de ce dont j'ai envie. Je m'écoute quand même assez et j'écoute mon corps. Donc effectivement, ça peut arriver d'avoir des petites envies dans la journée et là, ça va être plutôt court pour effectivement libérer une envie. Mais ça peut être d'autres moments où j'ai envie de prendre du temps et que ça soit beaucoup plus long. Que ça soit aussi bien avec, entre parenthèses, une vidéo, un audio ou simplement avec moi-même et mon imagination. Oui, il faut quand même rappeler les derniers chiffres sur le pourcentage de femmes qui regardent du porno et qui se masturbent, c'est 30% de femmes pour 70% d'hommes. Donc on voit bien quand même qu'il y a eu une évolution. C'était pas ces chiffres-là il y a 30 ans. Hein. Je ne sais pas si... Pardon de vous couper, Brigitte. Je vous en prie. Je ne sais pas si justement les femmes osent réellement dire qu'elles se masturbent. Je trouve qu'effectivement, il y a quand même un gros tabou là-dessus et il y a peu de femmes aujourd'hui qui, dans mon entourage, mes amis proches, de temps en temps, elles le disent, mais la plupart du temps, elles le disent pas forcément. Donc je pense qu'il y a aussi le côté où, en fait, les gens n'osent pas le dire. Je crois quand même que les chiffres sont assez justes. On a quand même on a plus de femmes aujourd'hui qui se masturbent qu'il y a 50 ans, mais ça reste encore une minorité. Et vous, la manière dont vous en parlez, on voit que vous êtes particulièrement à l'aise et c'est formidable. Mais sans doute que... Enfin, vous allez nous répondre, mais sans doute que dans votre culture familiale, c'était pas, la sexualité n'était pas quelque chose de tabou, de sale, vous n'avez pas eu des discours négatifs sur le sexe, parce que souvent les femmes qui n'ont pas accès à la masturbation, elles ont au départ beaucoup de discours très négatifs sur la sexualité. Alors, je dirais moitié-moitié, c'est-à-dire que j'ai quand même eu des discours un peu négatifs ou des discours, je dirais, honteux un peu au niveau du sexe, de pas en parler, de pas exprimer, de cacher un peu tout ça. Mais avec le temps, effectivement, et le fait de me connaître et d'évoluer, de grandir avec mon corps et avec ma sexualité, en fin de compte, j'ai appris que j'aimais ça et que c'était pas quelque chose forcément de sale et pas quelque chose dont je devais avoir honte. Donc vous avez dépassé ces discours-là. Ben bravo. Dans les tabous dont on parlait, je pense qu'il y a un premier tabou qui est d'avouer qu'on se masturbe, mais je pense qu'il y a un deuxième, et surtout pour les femmes, d'avouer qu'on regarde du porno. Oui. C'est encore très compliqué dans notre société, c'est très associé au masculin et tout, et des femmes qui disent qu'elles regardent du porno et que donc éventuellement elles se masturbent devant, c'est plus compliqué. Elles écoutent beaucoup audio érotique, et ça elles le disent assez facilement quand même. Sur l'audio érotique, oui, mais moi j'ai beaucoup de patientes qui me disent qu'elles regardent du porno, donc voilà, et elles disent c'est pas facile à dire. C'est un peu comme si elles avaient volé quelque chose aux hommes, donc du coup elles vont plus pouvoir lui reprocher. Il y a quelque chose qui se joue là, et je trouve ça bien parce que ça évolue. On est à 30%, ça devient... Oui, alors on aura toujours, je pense, une majorité d'hommes qui regardent du porno parce qu'ils sont plus visuels que les femmes. Et puis c'est construit aussi pour eux en partie, mais peu importe. Mais c'est chouette de se rendre compte que... par rapport à tout le discours ambiant, mais je comprends pas ce que vous pouvez trouver d'excitant là-dedans,
Bah si. Si, homme ou femme, on peut s'exciter devant du porno. Oui, et puis on a tous des supports qui vont nous exciter plus que d'autres. Bien sûr. Il y a des femmes qui aiment bien regarder même des films gays. Oui. Je sais et bien. souvent, d'ailleurs, quand les femmes me parlent, souvent c'est des films gays. Comme ça, on voit plusieurs hommes, on n'en voit pas qu'un. Tant qu'à faire, il y en a deux pour le prix d'un. Je trouve que ça se démocratise beaucoup et que de plus en plus, depuis de nombreuses années, aujourd'hui, on a des films orientés pour les femmes, avec peut-être un côté plus doux, plus romantique, que ça soit de l'audio ou de la vidéo. Et du coup, c'est vrai que les femmes s'ouvrent de plus en plus. Plus scénarisées. Oui, et puis il y a aussi les jouets intimes qui sont rentrés quand même maintenant dans la démocratie. Ça s'est démocratisé plutôt, pour parler correctement. Et ça a aidé aussi beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à avoir un orgasme simplement avec la main. Le jouet, il est quand même plus efficace pour beaucoup de femmes. Encore une fois, ne généralisons pas. Il y a des femmes qui se font jouir très très bien et qui préfèrent d'ailleurs leurs mains. Mais il y en a d'autres qui ont eu besoin des jouets. Et je dirais même que le jouet peut avoir une qualité thérapeutique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il peut permettre de débloquer certaines choses. Oui, et découvrir peut-être aussi un plaisir qu'on ne connaissait pas auparavant. Voilà, exactement. Je sais qu'étant plus jeune, effectivement, les jouets m'ont appris à avoir différents niveaux d'orgasme, mais j'ai connu ça réellement avec les jouets, pas forcément avec un homme, parce que souvent c'est rapide, l'homme n'est pas forcément très à l'écoute non plus de notre corps et de nous. Puis il vibre pas très bien. Voilà, aussi. Donc c'est vrai que la globalité. Alors j'imagine, vu votre liberté, vous n'hésitez pas, vous, quand vous êtes avec un homme, éventuellement d'introduire un jouet entre vous pour arriver à un meilleur orgasme. Oui, tout à fait. C'est ça. Des vidéos que j'aime bien. Et souvent, effectivement, les hommes sont assez étonnés. Déjà que je puisse aimer regarder un film avec eux. Pour eux, ça paraît pas normal. Et à côté de ça, effectivement, les jouets, souvent, effectivement, ils sont étonnés. Ils aiment bien, mais ils sont souvent étonnés, oui. Et parfois même, ils peuvent être un peu gênés ou se sentir en rivalité. Mais c'est et vous vous autorisez aussi, j'imagine, à vous caresser, même quand on vous pénètre. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui aussi, avec mon âge, effectivement, j'autorise même à demander à l'homme qui me caresse et lui dire clairement ce que j'aimerais à ce moment-là, ce qui auparavant, effectivement, je n'osais pas forcément. D'une certaine façon, on a l'impression de leur retirer quelque chose, que ce soit avec un film porno ou avec une demande de leur demander ce qu'on veut réellement et comment on aime être caressé, etc. Oui, il faut qu'ils avancent, qu'ils comprennent que les femmes se libèrent et ça va se faire. Petit à petit, ça va se faire, mais il y a encore peut-être du boulot. Mais grâce à vous et grâce à votre témoignage, on avance. Merci en tout cas, Nabila. Merci Nabila. Merci à vous. Oui, c'est vrai que ça bouge depuis quelques temps et ça va continuer à bouger. Finalement, tout le monde va s'y retrouver, au fond. Ah mais bien sûr, mais faut qu'on arrête d'avoir peur, faut qu'on arrête de penser performance, faut qu'on arrête de vouloir maintenir un modèle, quel que soit ce modèle, juste se donner la liberté de faire ce qu'on a envie, parce qu'on est bien et qu'on est dans le respect de l'autre. Exactement. En tout cas, merci Philippe Arlin d'avoir un petit peu libéré ce tabou de la masturbation. Je rappelle également qu'on peut vous retrouver dans votre livre en poche, Libérer votre désir, aux éditions de la Musardine. Vous avez écrit également un autre livre sur la sexualité. Je suis désolée, je ne me rappelle jamais du titre. Le sexe n'a pas de genre. Le sexe n'a pas de genre. Aux éditions... Sexuellement incorrect, le sexe n'a pas de genre, aux éditions de la Martinière. Exactement, voilà, qui est aussi très intéressant. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. Lundi, on retrouvera Claude Parisot et justement, on va évoquer la sexualité dans le couple. Pourquoi c'est si difficile de communiquer sur ce sujet? Et donc, on donnera, grâce à vos témoignages, une fois de plus, on pourra avancer et libérer la parole de tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Philippe Arlin. Merci Brigitte. Bon week-end à tous.